Alors quand même, ce qui m'a aujourd'hui le plus étonné, c'est qu'on a quand même eu une journée qui a interrogé la valeur culturelle du manga, ce qui est quand même clairement son aspect le plus problématique, me semble-t-il. Par rapport à hier, on a bien vu que ce manga il fait sens en tant qu'économie, on a parlé de chiffres de vente, archi commenté, succès public indéniable. Par contre, son apport à la culture et son rapport à la culture me semble être quelque chose de nettement plus énigmatique, hein, et qui avait jusqu'ici pas véritablement été exploré. Et je pense qu'on l'a exploré dans deux dimensions quand même, alors qui m'ont relativement intéressé. Déjà quand même l'auteur, voilà, qui a été le premier personnage évoqué dans la journée, clairement contre des idées reçues, enfin, que vous connaissez tous, mais les mangaka, les bêtes de travail, etc., patata, les gens qui ne réfléchissent pas mais qui savent seulement produire, et on a quand même bien vu, notamment avec l'intervention de Pierre Laurent, qu'on pouvait le penser sur le modèle du cinéma, comme finalement cet auteur, un mot ou une notion qui déterminait une certaine production, pour le dire comme ça. Et même si ce n'est pas une catégorie objective, comme l'a dit Pascal Lefebvre, on a quand même bien vu qu'au niveau d'un système de production éditoriale, ce manga d'auteur, entre guillemets, était l'occasion de prendre ses distances avec plein de choses et peut-être même de prêter attention à ce qui n'était pas spectaculaire, qui est quelque chose qui m'a moins étonné, notamment ce manifeste de la nouvelle manga, et cette attention au quotidien, qui sont effectivement là, qui se mettent certainement en porte-à-faux vis-à-vis d'une certaine conception de la bande dessinée. Également le fait, alors ça m'a beaucoup amusé quand Pierre Laurent a bafouillé, enfin que cet auteur soit au fondement d'une communauté, puisqu'il a bien dit, si j'ai bien noté, que la BD d'auteur et le manga d'auteur ont plus en commun entre eux que contre leur pendant commercial. Enfin. Donc grosso modo que cette volonté d'affirmer un auteur, d'affirmer un mode, une création, elle passait au-delà des genres, voire au-delà des pays, puisqu'il était à la fois question de la France et du Japon. En gros, que cet auteur était une valeur, et là je pense que ça a été vraiment certainement dans la première table ronde, puisque les trois éditeurs ont bien montré que c'était la plus rare des ressources, et que c'était absolument quelque chose qu'ils cherchaient à rencontrer en tant que tel, et que c'était extrêmement difficile d'avoir des contacts, donc il y avait peut-être un effort à penser au niveau des infrastructures, afin de permettre ces contacts, et d'aider les courageux éditeurs. J'ai beaucoup aimé Stéphane Dival, je quitte très rarement Poitiers, sauf pour aller au Japon, justement. Là, il y a peut-être quelque chose à voir. Seconde idée, j'ai trouvé la conférence de M. Saito également très intéressante, hein, avec l'idée de mangaka manga, je dis moins bien que lui, de volonté de mettre en scène l'auteur, en tout cas, parce que je pense que là, il y a quand même une clé peut-être au renouvellement d'un secteur éditorial. Je ferai quand même la transition avec l'Europe, avec ce que j'ai dit l'an dernier pour ouvrir cette même université d'été, où là il y a quand même de nombreuses publications qui se sont inscrites dans la même mouvance. Historiquement, je pense à Pauvre l'Empile de Gauvin, hein, qui mettait en scène un dessinateur comme ça, au travail, et vraiment c'était sinistre cette série, on se dit avec sa femme, elle va faire à manger, tous les jours il fait, enfin bon, c'est vraiment, il ne s'amuse pas. Quoi, hein. Bon, les hauts de page de Yann et Conrad, Gaston Lagaffe, à chaque fois la volonté de mettre en évidence quand même et de représenter un mode de production et d'affirmer la présence de l'auteur. J'ai trouvé aussi également intriguant que Loïc Néou soit là, parce que là on est quand même face à un éditeur avec Evo Comics, où l'auteur devient quasiment cardinal, c'est-à-dire que non seulement c'est déjà de l'autobiographie, donc il s'affirme en tant que personnage, bon, il est auteur, il signe un livre, et en plus ces auteurs deviennent éditeurs. Donc on voit que là ils occupent absolument tout le spectre. Et le fait que M. Saito, comme ça, intègre l'autobiographie dans son mangaka manga, c'est-à-dire en face instrument finalement d'une affirmation de l'auteur, me laisse penser qu'on est peut-être également dans une voie qui peut être comparable au Japon, hein, voie qu'ont emprunté déjà des littératures. Hein. Les littératures populaires du XIXe siècle se sont également sorties. Jean-Pierre, par exemple, hier disait qu'on était face à des livres qui étaient conçus comme des périodiques. Il y a toute une partie de la littérature qui s'est sortie de la presse pour s'affirmer en tant que livre, en tant que tel. Et puis, juste pour finir, alors, ce qui m'a intéressé par contre l'après-midi, c'est qu'il y a quand même des interventions assez amusantes. Moi, je trouvais normalement, il y avait des chiffres, des graphiques, des lecteurs, on n'était pas parti pour rien. Et il y a quand même clairement des enseignements. Alors, bon, ok, des lecteurs pavettes qui cumulent les pratiques culturelles, qui lisent des BD d'autres livres, bon, c'était quand même déjà plus ou moins connu. Enfin, c'est intéressant, hein, pas le contraire. Mais ce qui m'a le plus intrigué, c'est le rapport à cette culture manga et à la culture en général. Sachant qu'il y avait quand même une perception pas forcément flatteuse. Enfin, la perception du manga qui revenait à un passe-temps, un moyen de s'évader, une culture qui était quand même majoritairement placée sous le signe du divertissement, en tout cas quelque chose qui n'était pas empreint d'un certain esprit de sérieux, quoi, on va dire comme ça. Et clairement l'inscription dans une culture qu'on peut penser placée sous le signe de la grande consommation.
Mais alors je crois que la grande originalité que moi j'ai trouvée étant à l'exposé de Christophe Evans que Christine Després, c'était que dans les deux cas, le lecteur n'était absolument pas dupe. C'est-à-dire qu'on avait l'impression qu'il le savait totalement. Ok, c'est de la grande consommation, mais il le sait, il y a des stéréotypes, des répétitions, tout ça. Mais il se l'approprie complètement et il a la main. Alors, notamment, ce qui était intéressant chez Christine Després, c'était cette espèce de portrait de lecteur absolument rusé, quoi. Mais qui lisait dans les interstices, qui échangeait pour composer avec l'argent qu'il avait, qui dissimulait, il avait deux vies, donc il y avait les mangas qu'on peut afficher, les mangas qu'on ne peut pas afficher, enfin bon. La table ronde a également été évoquée, quand même, cette espèce de culture qui, comme ça, brassait des influences culturelles relativement directes à travers le global manga, etc. Et là, j'ai pensé qu'il y avait une espèce de tension entre le matin et l'après-midi. Clairement, dans cette journée, c'était qu'il y avait deux modèles presque culturels, qui sont d'ailleurs la preuve que le manga est quelque chose de complexe, qu'on ne saurait pas réduire à une seule chose. Mais clairement, le matin, on pourrait dire un modèle artiste, qui se fondait sur une autorité, l'auteur, qui est vraiment en fil rouge, est apparu. L'après-midi, on va dire un modèle qu'on pourrait dire ironique, avec cette volonté d'avoir une culture qui ne se prend pas au sérieux, et sur le signe du jeu, Pouissou a été cité, par exemple, c'est vrai que c'est un peu le premier à l'avoir vu, et en tout cas une culture qui se fonde sur une hospitalité, celle qu'elle peut offrir à un lecteur qui a même d'y prendre place. Voilà. Merci beaucoup.